Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours express. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un genre que j'affectionne tout particulièrement, le Magical Girl. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous pourriez me rétorquer que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et c'est vrai, mais je l'ai toujours fait à travers l'analyse d'une œuvre en particulier, que ce soit d'une œuvre classée Magical Girl ou d'une œuvre influencée par le genre. La première fois où j'ai pris le temps de vous faire une définition un peu détaillée du genre, c'était lors de la première leçon sur Sailor Moon. Et oui, ça commence à dater. Et qui avait aussi été l'occasion de vous raconter en quoi Sailor Moon avait marqué un tournant pour le genre. Et là, c'est pas la fangirl qui parle. Sailor Moon reste la série Magical Girl la plus connue et la plus importante dans l'histoire du genre. Mais le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un historique complet du genre ou un top 10 des meilleures séries Magical Girl. Je vais plutôt vous faire mon historique personnel, c'est-à-dire quelle Magical Girl j'ai vu ou lu et ce que j'en ai pensé. En fait, j'ai remarqué que vous me demandiez souvent en commentaire si j'ai vu telle ou telle Magical Girl, ce que j'en ai pensé, si je compte en faire une leçon, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous dire quelle Magical Girl j'ai vu et si certains feront l'objet d'une leçon. Et petite précision, dans cette vidéo, je me concentrerai uniquement sur les Magical Girls japonais. Même si j'en ai vu, je ne parlerai pas des séries d'animation occidentales qui se sont inspirées du genre. Le tout premier Magical Girl que j'ai vu, c'est Sailor Moon de Naoko Takeuchi. C'est aussi l'un de mes plus vieux souvenirs de dessin animé, car j'étais encore en maternelle, et aussi l'un de mes souvenirs les plus marquants, puisqu'encore aujourd'hui, Sailor Moon tient une place centrale dans ma passion des mangas. Je vous renvoie d'ailleurs à la première leçon que j'ai faite sur Sailor Moon pour y retrouver une définition du genre Magical Girl. Et pour mon avis sur les diverses saisons et autres aspects de l'univers Sailor Moon, je vous laisse fouiller ma chaîne pour trouver les vidéos. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous dire que oui, évidemment qu'il y aura encore une leçon sur Sailor Moon pour parler de la dernière saison de l'anime de 92, Sailor Moon Stars. Quand? Je sais pas, mais promis ça viendra. Et j'aimerais aussi faire des vidéos sur les films Sailor Moon, le drama, le manga Sailor V, et peut-être sur la suite de Sailor Moon Crystal. Donc oui, vous n'avez pas fini de m'entendre parler de Sailor Moon. J'ai ensuite eu une grosse période de vide concernant les Magical Girls, jusqu'au collège, avec la diffusion à la télé de Card 14 Sakura de Clamp. Comme Sailor Moon, ce Magical Girl a été une véritable passion. J'oserais même dire une obsession. Pareil, je vous renvoie à la leçon que j'ai faite pour avoir mon avis détaillé sur la série. En parallèle de Sakura, je regardais la série Magical Doremi, qui n'est pas tirée d'un manga, mais qui a été réalisée par un habitué des animés de Magical Girl, Junichi Sato. Je me rappelle avoir bien aimé la série, même si paradoxalement, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. À l'époque, je regardais encore les séries à la télé, et j'avoue ne pas avoir suivi Magical Doremi avec autant d'assiduité que Card 14 Sakura. Je pense que si je n'ai pas accroché à Magical Doremi, ça vient en grande partie de l'ambiance plus enfantine, je dirais, de la série. Même si on conservait le côté Magical Girl en équipe initié par Sailor Moon, l'héroïne Doremi était une très jeune écolière. Je me sentais peut-être moins proche d'elle en termes d'âge. Je me rappelle que le dessin, avec les gros visages et les gros yeux tout ronds, faisait un peu cartoon, et le côté comique, voire burlesque de la série, était peut-être trop prononcé. Mais pour être honnête, je pense que mon obsession pour Card 14 Sakura pourrait expliquer à elle seule mon manque d'intérêt pour Magical Doremi. J'ai cependant pour projet de regarder à nouveau la série correctement en entier pour lui laisser une véritable chance. Mais toujours pareil, quand est-ce que je vais le faire? Un jour. Je fais juste une petite parenthèse parce que je me suis rendu compte en faisant des recherches pour cette vidéo que Junichi Sato a travaillé sur plusieurs Magical Girls que j'ai vues et adorées, que ce soit en tant que créateur, réalisateur, storyboarder ou scénariste. C'est donc à ce monsieur que je dois une grande partie des univers qui m'ont fait rêver pendant ma jeunesse. J'ai noté qu'il avait travaillé notamment sur Sailor Moon, Pretty Hare, Magical Doremi, Princesse Tutu et Shugo Chara. Donc si vous voyez le nom de Junichi Sato dans l'équipe de développement d'un Magical Girl, c'est plutôt bon signe. Le collège, c'est aussi la période où je me suis lancée dans la lecture de mangas papier, et surtout de shoujo. Avant, je consommais uniquement les mangas à la télévision. Et je suis tombée sur quelques titres Magical Girl, ou avec des influences Magical Girl plutôt sympathiques. Je vous ai déjà parlé du shoujo Cyber Idolming de Megumi Tashikawa dans ma vidéo sur mes premiers shoujo, qui met en scène une Magical Girl idole et de la science-fiction. J'en ai un bon souvenir, mais j'évite de le relire pour garder justement ce souvenir intact. J'ai aussi lu la série Ultramaniac de Wataru Yoshizumi, la reine du shoujo dans les années 90 début 2000, dont je vous ai déjà largement parlé dans mes leçons sur Marmelade Boy et Minna Bokura. Dans Ultramaniac, l'héroïne Ayu se rend compte que son amie Nina est une apprentie magicienne venue d'un autre monde. Mais le côté Magical Girl est assez discret et plutôt moderne. Je me rappelle que Nina lançait des sorts en tapant sur un petit ordinateur portable. Et évidemment,
Qui dit magicienne en apprentissage, dit maladresse, sans rater et autres quiproquos qui donnent lieu à toutes sortes de situations comiques. Heureusement, Wataru Yoshizumi maîtrise bien le côté comédie de ses shoujo. J'ai aussi vu l'anime à l'époque, mais j'ai moins aimé. Pourtant, le côté Magical Girl était plus poussé. Nina avait même droit à une transformation et à un costume 100% Magical Girl. Mais le scénario de l'anime différait complètement du manga après quelques épisodes, et j'ai lâché la série. Donc si vous avez l'occasion, lisez plutôt le shoujo. À la même époque, j'ai aussi lu Full Moon Wasagashite de Maître Harina Tanemura, dont je vous ai aussi beaucoup trop parlé. Je vous renvoie donc à la leçon sur Full Moon, même si je n'y parle pratiquement pas de l'aspect Magical Girl de la série. En fait, même si c'est un rouage important dans l'identité du shoujo, puisque l'héroïne se transforme en une version plus âgée d'elle-même afin de réaliser son rêve, ce n'est pas non plus l'élément le plus approfondi. En tout cas, ce n'est pas l'élément que j'ai le plus approfondi dans ma leçon. Par contre, je vous déconseille fortement l'anime Full Moon. Le scénario s'écarte beaucoup du manga, et surtout, les dessins sont tellement laids que c'en est une insulte pour le style si particulier et si travaillé de Tanemura. Quand je suis arrivée au lycée, je me suis lancée dans le visionnage des vieux Magical Girl des années 80, ceux de la deuxième génération de Magical Girl. Je vous explique. Le premier manga mettant en scène ce qu'on appelle aujourd'hui une Magical Girl est Mao Tsukai Sally, ou Sally la petite sorcière en français, de Mitsuteru Yokoyama en 1966. Le manga a ensuite été adapté 2 fois en animé par la Toei Animation en 1966 et 1989. Ce n'est qu'après le succès phénoménal de Sally la petite sorcière que la Toei Animation a créé le terme Magical Girl pour désigner toutes les séries produites par la suite sur le même modèle que Sally. Et la Toei Animation venait par la même occasion de créer le genre Magical Girl. Sally et les autres séries dérivées sur son modèle constituent donc la première génération de Magical Girl. On peut différencier les premières et deuxième générations de Magical Girl très simplement. La première génération est constituée de petites filles possédant certes des pouvoirs magiques, mais pas obligatoirement de baguettes, d'accessoires magiques ou de mascottes, et surtout, pas de transformation. Les caractéristiques presque incontournables de nos jours de la Magical Girl seront définies par la deuxième génération. C'est la série Gigi, produite par Hachi Productions en 1982, qui amorce le tournant, puis le studio Pierrot prend la relève avec les séries Creamy Merveilleuse Creamy, Amy Magique, Suzy au fleurs magiques et Vanessa ou la magie des rêves. J'ai vu ces 5 séries et j'ai plutôt passé un bon moment. Même s'il faut l'avouer, ces séries ont bien vieilli. On sent qu'elles s'adressent vraiment à de petites filles, c'est souvent long et répétitif, et l'aspect marketing avec tous les accessoires en plastique rose et les petites mascottes trop kawaii qui parlent est très poussé. Mais mon objectif était de découvrir les grands classiques entre guillemets du Magical Girl et d'où venaient les caractéristiques du genre. Je trouve ça toujours intéressant de voir les origines d'un genre. Ça permet de mieux se rendre compte de son évolution et de l'impact que certaines œuvres ont pu avoir sur son évolution. D'ailleurs, c'est aussi à cette époque que je m'étais relancée grâce à internet dans un visionnage plus complet de Sailor Moon. Je pouvais donc plus facilement faire la comparaison entre l'avant et l'après Sailor Moon. Je sais que j'avais dit que je ferais pas d'historique, mais là j'étais obligée de vous en dire quelques mots, et puis l'historique du genre Magical Girl est aussi un sujet qui me passionne. Donc si vous êtes curieux, je vous conseille de jeter un coup d'œil à ces séries. Peut-être pas de les regarder en entier, mais au moins quelques épisodes de chacune d'entre elles pour vous rendre compte du chemin qui a été parcouru par le genre Magical Girl. À la même époque, en plus de mon pèlerinage dans le passé des Magical Girls, je consommais aussi des séries Magical Girl contemporaines, que ce soit en manga ou en animé. J'ai vraiment le souvenir que le lycée et mes premières années de fac ont été des années très riches en Magical Girl. En manga, j'ai lu Chocolat et Vanilla de Moyoko Hano et Shugochara de Peach Pit. 2 Magical Girls aux formules assez différentes, mais très dynamiques, avec des designs très jolis et très marqués. Concernant Chocolat et Vanilla, j'en ai un excellent souvenir. Le manga raconte l'histoire de 2 sorcières, Chocolat et Vanilla. Elles sont amies et toutes 2 sont prétendantes pour devenir la reine de leur royaume. Elles sont envoyées dans le monde des humains et celle qui récoltera le plus de cœurs deviendra la reine. Alors dit comme ça, on dirait un peu un concours de qui séduira le plus de garçons, mais ça ne se limite pas qu'à ça. En plus, Chocolat et Vanilla ont des caractères très différents. Dans le monde magique, c'est Chocolat qui a la cote, avec son dynamisme et son franc-parler, qui séduisent énormément. Cependant, dans le monde des humains, c'est plutôt la douce et timide Vanilla qui fait tourner les têtes. Je vous en dis pas plus, sinon je risquerais de vous raconter toute la série. Et surtout, ça fait longtemps que j'ai envie de relire Chocolat et Vanilla, et si c'est aussi bien que dans mon souvenir, je lui consacrerai une leçon. Concernant Shugochara, mes souvenirs sont un peu plus flous. Je me rappelle que l'héroïne a les cheveux roses,
et un look et une attitude très cool. Elle ne devient pas vraiment une magical girl, il n'y a pas de baguette magique ou de transformation, mais un jour, elle obtient 3 œufs un peu étranges. Chaque œuf contient un Shugo-chara, une petite mascotte magique qui parle et qui possède la personnalité que le porteur de l'œuf rêve d'avoir. Mais normalement, chaque personne ne possède qu'un seul Shugo-chara. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, vu que j'ai pas plus de souvenirs que ça sur ce manga, donc je sais pas si je dois vous le conseiller, mais si vous avez lu Shugo-chara et que vos souvenirs sont meilleurs que les miens, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En animé, j'ai vu à l'époque Pretty Heart et Princesse Tutu. L'histoire de Pretty Heart reprend les bases de Cendrillon. L'héroïne est un peu banale, gentille, discrète et elle n'aime pas faire de vagues. Son père se remarie et elle se retrouve avec une belle-mère et des belles-sœurs qui sont odieuses avec elle. J'ai plus tous les détails en mémoire, mais un jour, 7 beaux garçons viennent l'aborder en lui disant qu'elle est la seule à pouvoir combattre une méchante princesse lambda. Là où ça devient intéressant, c'est que chaque garçon agit comme une sorte de catalyseur qui déclenche la transformation de l'héroïne en Magical Girl, et donc chaque garçon lui confère un pouvoir différent. Nous avons donc droit à 7 transformations et 7 tenues de Magical Girl différents. C'est hyper important. Franchement, le mélange entre le Magical Girl et le harem renversé est vraiment sympa, mais la série est assez courte et je trouvais qu'on restait un peu sur sa fin. Concernant Princesse Tutu, c'est encore un excellent souvenir. Déjà la série mélange Magical Girl et danse classique, ce qui est beaucoup trop stylé. À l'époque, je faisais aussi de la danse, et notamment de la danse classique, du coup j'ai tout de suite accroché à l'animé. L'héroïne, Aelu, rêve de devenir danseuse étoile. Elle étudie dans une école de ballet, mais elle n'est pas très douée. Elle tombe aussi sous le charme de l'excellent danseur Muto, qui est déjà en couple avec la meilleure danseuse de l'école, qui est évidemment très jalouse et un peu prétentieuse. Un jour, Aelu découvre qu'elle peut se transformer en Princesse Tutu. Chaque épisode de la série reprend l'histoire d'un ballet du répertoire classique, et Princesse Tutu a pour mission de sauver les gens de son école qui tombent sous la malédiction des personnages de ballet. Je sais pas si vous y connaissez un peu en ballet classique, mais leurs histoires sont souvent un peu dramatiques, et la série exploite cette facette à fond. Il y a un côté conte de fées très sombre dans la série, qui lui donne une ambiance vraiment cool. En plus, les musiques des ballets classiques subliment souvent les scènes clés de l'animé. Les personnages sont attachants, on accroche très vite à l'intrigue, et il y a même un aspect tragique que personnellement j'adore. Donc je vous conseille très fortement cette série, et pareil, j'aimerais beaucoup la revoir, et qui sait peut-être en faire une leçon. J'ai aussi vu et lu la série Tokyo Mew Mew. C'est même la dernière série Magical Girl que j'ai regardée à la télé avec un doublage français. Mais à part ça, elle ne m'a pas beaucoup marqué. Je me souviens juste que le manga est plus axé sur la romance que l'animé, et que les transformations des héroïnes sont liées à des animaux en voie d'extinction. À part ce choix qui permettait de justifier de façon un peu originale les attributs animaliers dans les costumes des héroïnes, j'ai rien à dire sur cette série. Donc je vous laisse la parole en commentaire. On en arrive à la dernière partie de cette vidéo. Les séries dont je vais vous parler maintenant sont des Magical Girls que j'ai vues très récemment. D'abord, un animé qui m'a énormément marqué, Puella Magi Madoka Magica, que j'ai adoré. La série raconte l'histoire de Madoka, une collégienne mignonne et gentille. Un jour, Madoka fait la rencontre de Kyubei, une créature toute mignonne qui lui propose de passer un pacte. Kyubei possède le pouvoir de réaliser un vœu de Madoka. En échange, Madoka doit devenir une Puella Magi afin de combattre des sorcières que Kyubei décrit comme des créatures démoniaques. Cependant, la nouvelle élève du collège de Madoka insiste pour que celle-ci refuse le pacte de Kyubei. Je sais, dit comme ça, on dirait le résumé d'un Magical Girl random, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Puella Magi Madoka Magica est une série emblématique de la vague la plus récente de Magical Girl orientée vers l'horreur. Je veux pas trop vous spoiler, parce que l'effet est tellement plus percutant quand tu le découvres dans l'animé, mais une fois que Madoka accepte le pacte de Kyubei, la série dévoile son côté horrifique. Les combats de Madoka n'ont rien à voir avec ceux d'un Magical Girl classique. Ici, pas de pouvoir de l'amour ou de l'amitié qui permet de triompher même des situations les plus difficiles. Dans la série, les combats sont violents, physiquement et psychologiquement, et lorsque le combat se termine en victoire, ce n'est pas obligatoirement un soulagement ou un triomphe. Madoka va être confrontée à des thèmes assez durs, comme la mort, la violence, le sacrifice, la dépression, et à des dilemmes moraux où aucun choix ne semble acceptable. En fait, tu prends le côté conte de fées sombre de Princesse Tutu, et tu pousses les curseurs sombres et tragiques au maximum. En plus, niveau graphisme et musique, on est vraiment sur du lourd. J'ai mis du temps à me lancer dans cette série, parce que l'horreur, c'est pas vraiment un genre qui m'attire.
mais j'étais trop curieuse de voir ce que ça donnerait en le mélangeant au genre le plus kawaii et le plus innocent. Réponse, ça rend trop bien. Perso, la série m'a tellement remué que pour l'instant, je me sens pas encore de la revoir, mais je vous la conseille fortement. En plus, si vous êtes intéressé, elle est disponible sur Netflix. Et pour terminer sur une note plus joyeuse, j'aimerais vous parler d'une dernière série Magical Girl. Enfin plutôt, d'une franchise Magical Girl, Pretty Cure. Pour vous expliquer à quel point Pretty Cure est un phénomène dans le monde du Magical Girl, il faut que je vous donne quelques informations et surtout quelques chiffres. La franchise a débuté en 2004 avec la série originelle Futariwa Pretty Cure. La série la plus récente est sortie en 2021, donc Pretty Cure est toujours active aujourd'hui. Et en tout, la franchise compte 18 séries d'animation. Et oui, ça fait beaucoup, surtout pour du Magical Girl. Mais le phénomène Pretty Cure dépasse le simple cadre télévisuel. Il y a aussi des films d'animation crossover, qui croisent des Magical Girls des différentes séries Pretty Cure, des jeux vidéo, et chacune des 18 séries d'animation a été adaptée en manga. Rien que ça, c'est impressionnant, mais c'est pas fini. Pretty Cure s'inscrit dans la vague de Magical Girl lancée par Sailor Moon, les Magical Girl Sentai qui mettent en scène des équipes de Magical Girl. Suivant la série Pretty Cure, il y a un nombre plus ou moins élevé de Magical Girl. Généralement, il y a entre 2 et 5-6 Magical Girl par série. 5 Magical Girl, c'est plutôt honnête comme chiffre. Surtout si on compare avec Sailor Moon par exemple, qui comptait à son apogée 10 Magical Girl, si on limite les Sailor aux Iner, aux Uther et aux princesses. Cependant, le 11e film d'animation crossover de la franchise Pretty Cure sorti en 2018 s'est retrouvé inscrit au Guinness Book des records pour, je cite, le plus grand nombre de guerrières magiques dans un film d'animation japonaise avec la présence de 55 Magical Girls. J'ai tellement envie de voir ce film. Bon, malheureusement, je n'ai pas vu les 18 séries d'animation. J'ai vu la toute première série Futariwa Pretty Cure et sa suite Futariwa Pretty Cure Max Earth. Et très récemment, j'ai aussi vu les séries Smile Precure et Doki Doki Precure, que vous connaissez peut-être mieux sous les noms Glitter Force et Glitter Force Doki Doki, toutes deux disponibles sur Netflix. Concernant les intrigues, d'après ce que j'ai compris et de ce que j'en ai vu, on retrouve les mêmes ingrédients dans toutes les séries de la franchise. Chaque série met en scène un groupe de jeunes filles qui reçoivent des accessoires magiques leur conférant des pouvoirs et leur permettant de se transformer en Cure, en guerrières magiques. Ces accessoires leur sont confiés par des petites créatures toutes mignonnes, des fées, qui viennent souvent d'un royaume magique. Les Cure ont pour mission de combattre les forces du mal. Souvent, leurs ennemis essayent d'envahir ou de répandre le mal sur la Terre. Les Cure sont aussi souvent des guerrières légendaires, et à ce titre, elles doivent aussi sauver le royaume magique d'où viennent les fées qui leur ont confié leur pouvoir. Alors, vous vous demanderez peut-être quel est l'intérêt de regarder si toutes les séries Pretty Cure se ressemblent. Eh bien, je vous avoue que je me pose encore la question. Et pourtant, j'ai adoré les séries Pretty Cure que j'ai vues, et j'ai pour objectif d'en regarder d'autres dès que j'en aurai l'occasion. En fait, les séries sont très dynamiques, les combats et les pouvoirs sont très stylés, et le côté Girls Power et Magical Sentai est poussé à fond. L'accent est vraiment mis sur l'amitié, l'action, la coopération, le soutien et la détermination. Alors oui, c'est parfois un peu niais, mais les séries sont vraiment positives et elles défendent des idées et des valeurs vraiment cool. Et surtout, les séries mettent vraiment de bonne humeur. Et parfois, c'est juste cool de passer un moment sympa devant un bon Magical Girl. En plus, je suis ultra fan des animations de la transformation et de l'attaque de Glitter Ace dans Glitter Force Doki Doki. Et voilà, on a fait un peu le tour de tous les Magical Girls que j'ai vus et lus. N'hésitez pas à réagir en commentaire si certaines séries vous ont marqué aussi, ou pour partager d'autres Magical Girls que je n'ai pas citées. J'espère que ce cours express vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à fouiller dans mes souvenirs pour vous parler de tous ces Magical Girls. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et surtout de partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!